C'était la voix de ma copine et je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé. Je suis allée dans un hôtel avec ma copine. J'avais bu, mais ma copine n'avait rien bu du tout. Plus tard dans la nuit, elle m'a dit qu'elle voulait partir tôt parce qu'elle devait prendre le bus. J'étais trop ivre pour la suivre, donc je suis restée dans la chambre. Avant de partir, elle a même rangé mes affaires correctement parce qu'elle savait que j'étais complètement à l'ouest. Après son départ, on continuait encore à s'envoyer des messages. Je me souviens d'être allongée sur le lit, à moitié endormie, en fixant le plafond. La chambre était vraiment petite et la salle de bain était littéralement à quelques pas du lit. Puis, quelque chose s'est produit et je ne peux vraiment pas l'expliquer. J'ai soudain entendu la voix de ma copine venant de la salle de bain. Au début, ça sonnait complètement normal. Elle me demandait des trucs comme à quelle heure je rentrais chez moi et disait que je devrais peut-être rester plus longtemps. Sa voix sonnait exactement comme la sienne, pas similaire, exactement elle. Puis sa façon de parler est devenue lentement plus séductrice et étrangement joueuse, comme si elle essayait d'attirer mon attention. Le pire, c'est que je lui ai répondu. J'étais littéralement en train d'avoir une conversation avec quelque chose dans la salle de bain parce que je croyais vraiment que ma copine était encore là. Je me souviens d'avoir été confus parce que je pensais qu'elle était déjà partie, mais mon cerveau bourré a juste accepté la situation. Puis soudain, une notification de mon téléphone a sonné à côté de moi. J'ai regardé mon téléphone, c'était ma copine qui m'écrivait. « T'es rentré chez toi ?» La seconde où j'ai lu ce message, je te jure que toute l'ivresse a disparu instantanément. Mon corps entier est devenu glacé parce que quelques secondes avant, j'étais littéralement en train d'entendre sa voix dans la salle de bain et de lui répondre. Tout est devenu complètement silencieux après que j'ai regardé mon téléphone, puis d'un coup, les toilettes ont tiré la chasse toutes seules. Je me suis figé complètement, je ne voulais même plus bouger. Je me souviens que mon cœur battait tellement fort que ma poitrine me faisait mal. Après quelques secondes, je me suis forcé à aller vérifier les toilettes parce que mon cerveau essayait désespérément de trouver une explication logique. Mais quand j'ai vérifié, il n'y avait même plus assez d'eau pour une autre chasse. C'est là que j'ai vraiment paniqué. Mes mains tremblaient en attrapant mes affaires. Je n'ai même pas regardé la chambre correctement parce que j'avais cette horrible sensation que quelque chose me regardait et attendait que je réagisse. Avant de quitter l'hôtel, j'ai confronté un des employés et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ce qui m'a encore plus effrayé, c'est sa réaction. Il m'a juste dit calmement que l'hôtel avait déjà eu des perturbations et que tant que je n'y faisais pas attention, tout irait bien. Mais mon vieux, c'est quoi ce n'y fais pas attention ? Je suis partie immédiatement et j'ai commandé un taxi. Même dans la voiture, je n'arrêtais pas de repenser à tout ça en essayant de me convaincre que c'était juste l'alcool. Mais je ne peux toujours pas expliquer. Comment j'ai entendu des conversations complètes aussi clairement ? Pourquoi la voix sonnait exactement comme celle de ma copine ? Pourquoi les toilettes ont tiré la chasse juste après ? Et pourquoi l'employé a réagi comme si c'était normal ? J'ai à peine dormi après ça. Est-ce que l'alcool peut vraiment faire entendre des choses aussi réalistes ? Ça s'est passé au Royaume-Uni. À l'automne 2012, je m'étais réveillée comme d'habitude assez tôt le matin pour me préparer pour l'école. Et ma mère était déjà partie travailler. J'étais seule à la maison et je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine. Plus tôt ce matin-là, j'étais évidemment dans ma chambre puisque c'est là que je m'étais réveillée et habillée. La lumière fonctionnait parfaitement, aucun problème. Comme je l'ai dit, j'étais dans la cuisine et je venais de finir de prendre mon petit déjeuner. La dernière fois que j'étais sortie de ma chambre ce matin-là, j'avais éteint la lumière et comme c'était l'automne et qu'il était environ 5 heures du matin, il faisait nuit noire. Une fois terminé, j'ai dû aller dans ma chambre chercher quelque chose. C'est là que ça m'a frappé. Dès que j'ai franchi le seuil de ma porte, j'ai été immédiatement saisie par une énergie très dense, pesante et malveillante. Je vous assure, c'était comme si je me heurtais à une matière tangible et que j'étais légèrement repoussée. À 12 ans, j'étais complètement déboussolée. Mon cœur s'est emballé et l'adrénaline a commencé à monter. Je fixais ma chambre plongée dans le noir, essayant tant bien que mal de comprendre ce qui se passait, quand soudain, j'ai pensé à l'interrupteur juste au seuil de la porte. J'ai glissé ma main gauche, j'ai trouvé l'interrupteur au mur et je l'ai actionné. Rien, la lumière qui fonctionnait parfaitement auparavant ne s'allumait plus. Inutile de dire que j'ai commencé à paniquer et je suis vite retournée dans le couloir, juste devant ma chambre. La lumière y fonctionnait tout comme dans le salon et bien sûr, celle de la cuisine était toujours allumée. Ça excluait une coupure de courant ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui m'inquiétait surtout, c'était la sensation pesante, presque tangible et menaçante de cette force. Quelle qu'elle soit, elle m'empêchait pratiquement d'entrer dans ma propre chambre et dégageait une énergie incroyablement puissante mais maléfique.
Je n'ai pas d'autre façon de l'expliquer. Je vous raconte simplement ce que j'ai vécu. Ma respiration s'est mise à devenir irrégulière et mes pensées s'emballaient. Je suis resté devant le seuil de ma chambre et j'ai actionné l'interrupteur à plusieurs reprises de la main gauche, en vain. J'avais envie d'appeler ma mère, mais je savais qu'elle était déjà au travail. J'ai songé à aller frapper à la porte d'un voisin pour lui demander si je pouvais rester un peu plus chez lui. Mais il était trop tôt. Et même si je l'avais fait, qu'est-ce que je lui aurais dit? Que j'avais peur qu'il y ait quelque chose dans ma chambre? À ce moment-là, j'avais l'impression d'être prise au piège. Le temps pressait et je devais absolument préparer mes affaires pour aller à l'école. J'ai donc décidé de mettre de la musique à fond sur mon téléphone pour me calmer, tandis que je faisais des allers-retours effrayés entre le couloir et la cuisine, tout en gardant un œil sur ma chambre. La musique jouait, mais elle ne m'apporta pas le réconfort espéré. Pourtant, c'était mieux que de rester seule dans mon appartement ce matin-là en silence. Je pleurais à ce moment-là, j'étais terrifiée, seule, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait vraiment pas, mais j'étais comme un animal en cage, sans issue. Finalement, je n'ai pas pris ce dont j'avais besoin dans ma chambre ce matin-là, et je suis partie à l'école sans. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule en déverrouillant la porte, puis je l'ai refermée et verrouillée avant de partir. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, c'était comme si de rien n'était. Cette énergie menaçante, cette force, appelez ça comme vous voulez, avait disparu. J'ai tout de suite vérifié la lumière de ma chambre et miracle, elle fonctionnait parfaitement. J'ai eu très peur pendant quelques semaines après cet incident, mais finalement rien de tel ne s'est reproduit depuis. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà ressenti une énergie si dense qu'elle ressemblait à un mur physique? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une lumière s'éteigne complètement uniquement pendant ce laps de temps précis? Quand j'avais environ 19 ans, j'en ai 25 aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive sincèrement pas à expliquer. J'en ai parlé à des amis et à mes parents et personne n'a pu me donner une réponse claire. À l'époque, je vivais dans une résidence fermée avec sécurité privée et ronde régulière de garde. À l'intérieur de la résidence, il y avait un espace de loisirs avec une piscine et un petit snack. Les gens appelaient ça le club. Il n'était ouvert que pendant la journée et se trouvait en haut d'une petite colline près de l'entrée du quartier. Mon ex-petite amie, appelons-la Anna, et moi avions l'habitude d'y aller vers le coucher du soleil. C'était calme, presque vide vers 19h, et on pouvait voir les étoiles. C'était un endroit vraiment agréable et paisible. Même si le club était fermé et entouré d'un grillage, on s'asseyait simplement dehors sur l'herbe. On y allait plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines, puis un soir, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Depuis l'endroit où j'étais assis, je pouvais voir l'angle du snack et le portail métallique qui menait à l'intérieur du club. Juste à cet angle, là où le mur se terminait et où commençait le portail, j'ai remarqué une forme très sombre, à environ 1 mètre du sol. Je l'ai montré à Anna. Elle a immédiatement pensé que c'était un sac plastique noir coincé dans le grillage à cause du vent. Mais soudain, la forme s'est déplacée vers l'intérieur du club, hors de notre champ de vision. La forme est réapparue 1 ou 2 fois. On a commencé à remarquer qu'elle faisait de petits mouvements subtils, comme quelque chose qui se penchait légèrement ou qui jetait un coup d'œil. Ce qui nous a vraiment interpellés, c'est qu'elle ne semblait apparaître que lorsqu'Anna et moi commencions à nous embrasser. Puis les choses ont empiré. La boule noire est apparue plus haut, et en dessous, il y avait une forme sombre beaucoup plus grande, formant quelque chose comme une silhouette humanoïde. Je tiens à préciser que même si c'était la nuit, on voyait encore très bien. Il y avait les lampadaires jaunes habituels, et la lune éclairait suffisamment. Si ça avait été une personne, on l'aurait vu clairement. Ce n'était pas ça. Ça ressemblait à une masse noire solide. À ce moment-là, on était vraiment mal à l'aise. La chose continuait à apparaître et disparaître, comme si elle savait qu'on la regardait. On était d'accord pour dire que quoi que ce soit, ça ne semblait pas normal. Je me suis levé et après avoir rassemblé un peu de courage, j'ai commencé à marcher vers elle. Dès que j'ai fait 2 ou 3 pas, la forme s'est retirée très rapidement, beaucoup plus vite qu'avant, et n'est plus réapparue. Je suis allé jusqu'au portail et j'ai regardé autour. Il n'y avait personne. On était vraiment secoués. Alors on est descendu de la colline, environ 2 minutes de marche, et on a dit à un des gardes de sécurité qu'on avait vu quelque chose d'étrange à l'intérieur du club. 2 gardes sont immédiatement montés en moto, ont ouvert l'endroit et ont fouillé toute la zone. Rien, complètement vide. L'un des gardes, qui avait l'air un peu mal à l'aise, m'a dit qu'il avait déjà entendu des choses venant de là-haut, quand il n'y avait personne.
J'ai vécu plusieurs expériences paranormales. Elles sont moins fréquentes aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, c'était courant et je n'étais pas seule à les voir, toute ma famille en était témoin. La première fois que j'y ai vraiment été confrontée, j'avais 12 ans et j'étais seule à la maison. Ma mère était partie en voyage pour voir mon frère aîné jouer au lacrosse pour son équipe universitaire et mon père avait emmené ma sœur à son entraînement de foot. Il ne serait absent qu'un peu plus d'1 heure, donc ce n'était pas si grave. J'étais une bonne enfant, je n'ouvrais jamais la porte, je la verrouillais toujours et je ne faisais rien d'interdit. J'étais dans la cuisine en train de jouer sur l'ordinateur familial. De l'étage, j'ai entendu des pas qui venaient de ma chambre, traversaient la rampe d'escalier et allaient dans celle de mes parents. Comme j'avais 12 ans, j'ai naturellement posé mon téléphone et demandé qui était là. La seule réponse que j'ai eue, c'est la porte de la chambre de mes parents qui a claqué. Mes 2 chiens et mon chat ont dévalé les escaliers et se sont précipités dans la cuisine. Rex, notre plus vieux chien, paix à son âme, se tenait devant moi, rognant dans le couloir. Rambo, notre autre chien, paix à son âme lui aussi, gémissait près de la porte de derrière, tremblant de tous ses membres, avec Gumby, mon chat, à ses côtés. Les poils de Gumby étaient hérissés et il crachait. À ce moment-là, j'étais paniqué, à bout de souffle et complètement perdu. La chambre de mes parents était juste au-dessus de la cuisine, alors j'entendais cette chose se promener au-dessus de moi. Franchement, on aurait dit que quelqu'un jetait des trucs à travers la pièce, cassait tout, un peu comme une salle de défoulement. Je me suis précipité vers la porte de derrière et me suis caché derrière le canapé sur la terrasse avec mes chiens et mon chat. J'ai appelé mon père et lui ai dit qu'il y avait quelqu'un à la maison et qu'il devait rentrer. Au téléphone, je l'entendais démarrer en trombe. Il n'était qu'à 2 minutes, il n'a donc pas tardé à entrer en trombe par la porte de la cuisine. Je suis rentré et mon père nous a dit d'attendre dehors pendant qu'il inspectait les lieux. Ma sœur et moi, jeunes et inconscientes, avons décidé de le suivre quand même. Nous l'avons observé du bas des escaliers pendant qu'il vérifiait l'étage. À son retour, il était perplexe. Rien n'était déplacé et rien ne laissait présager une effraction. Je suis monté en courant dans la chambre de mes parents. Il avait raison, rien n'était déplacé. Mais quand je me suis retourné, il y avait quelque chose au bout du couloir. Sa tête était tournée sur le côté. C'était presque une silhouette sombre, très grande. J'étais paralysée, incapable de respirer. J'étais terrifiée et je suis restée là, impuissante. J'ai détourné le regard un instant quand ma sœur m'a appelé et quand j'ai regardé à nouveau, il avait disparu. Ça me fait toujours flipper et c'est à cause de rencontres comme celle-ci que j'ai si peur du noir. Je viens d'Inde, de l'état de l'Himachal Pradesh. L'incident que je vais raconter est arrivé à l'un de mes amis. Il était chauffeur de taxi et conduire tard la nuit faisait partie de son quotidien. C'est une histoire vraie. Un jour, un ami à lui qui travaillait à l'étranger rentrait en Inde. Il vivait dans le même village que lui. Il lui dit « Viens me chercher à la gare routière de Mandi à minuit et ramène-moi au village parce qu'à cette heure-là, je ne trouverai ni bus ni taxi. » Mon ami accepta, alla le chercher à minuit, puis le déposa dans son village à 34 km de là. Ensuite, il resta un moment chez son ami pour discuter. Au bout d'un moment, il lui dit « Frère, je dois repartir pour Mandi maintenant, parce qu'à 5 heures du matin, je dois récupérer un passager, et c'est très important. » Il quitta la maison de son ami à 2 heures du matin. Environ 15-20 minutes plus tard, il traversait une route complètement déserte. La route était entourée de forêts et d'arbres de tous côtés, sans aucune maison à proximité. Cet endroit était très connu des habitants, car des choses effrayantes s'y produisaient la nuit. La plupart des gens évitaient de passer par là après la tombée du jour. Quand mon ami arriva à cet endroit, il vit une femme en vêtements traditionnels de l'Himachal lui faire signe de s'arrêter. Il fut choqué. Que faisait une femme seule sur une route isolée à 2 heures du matin? Il s'arrêta, baissa la vitre du côté passager et demanda « Où voulez-vous aller ?» La femme répondit qu'elle devait être déposée 7 km plus loin, car sa fille était très malade chez ses beaux-parents, et elle devait s'y rendre en pleine nuit. Il ouvrit la porte et la femme monta. Du point de départ jusqu'au lieu où elle voulait descendre, il n'y eut aucune conversation, silence total dans la voiture. Il ne posa qu'une seule question. « Une fois que je vous aurai déposé, comment allez-vous continuer jusqu'à la maison de votre fille ? À cette heure-ci, vous ne trouverez aucun véhicule. » La femme répondit simplement « Je me débrouillerai ». Il la déposa à l'endroit indiqué et continua sa route. Mais à peine à 2 km plus loin, en arrivant à un virage, il vit la même femme debout au bord de la route, lui faisant signe de s'arrêter.
Il était complètement terrifié, il se dit. Je viens de la déposer il y a 2 kilomètres, comment a-t-elle pu arriver ici aussi vite? Rassemblant son courage, il regarda ses pieds. Ils étaient tournés à l'envers. Il ne s'arrêta pas, il accéléra. 2 kilomètres plus loin, la femme réapparut encore, lui faisant signe de s'arrêter. Cette fois, il comprit qu'il avait affaire à une Tudel, une sorcière. Il réussit tant bien que mal à conduire jusqu'à Mandy, mais dès qu'il gara sa voiture à la station de taxi, il fit une crise de paralysie due à la peur et s'effondra sur le volant. Le klaxon se mit à hurler, alertant les gens autour. Ils accoururent, le virent inconscient, le sortirent de la voiture et l'emmenèrent à l'hôpital. Le lendemain, lorsqu'il reprit conscience, il décida qu'il arrêterait définitivement son travail de chauffeur de taxi. 2 jours plus tard, il alla voir le prêtre de son village et lui raconta tout. Le prêtre lui dit « Remercie Dieu de t'avoir sauvé. Tu portais un pendentif du Trishul de Shiva autour du cou et tu avais une photo de Krishna dans ta voiture. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu t'attaquer, sinon elle t'aurait tué sans hésiter. » Tout s'est passé en août 2016. J'avais 15 ans et mon frère 14. Nous vivions dans la campagne bavaroise en Allemagne et notre père était impatient depuis des jours car la planète Mars était censée être bien visible dans le ciel nocturne. Et c'était bien le cas. Nous avons admiré Mars peu après le coucher du soleil. Notre maison se trouvait en bordure de forêt et comme je voulais faire le malin, je suis allé avec mon frère nous promener dans les bois la nuit, à environ 500 mètres de la maison. Au retour, nous sommes ressortis du bois et il nous a suffi de remonter une côte raide pour rejoindre la propriété de nos parents. Là, dans l'obscurité, un homme nu et musclé s'approcha de nous. Au début, j'ai cru qu'il était nu, car son corps était uniforme, sans aucun contraste, contrairement aux vêtements. Il passa rapidement devant nous, sans courir. Il me parut gigantesque, probablement 2 mètres de haut. Je le jure, on aurait dit qu'il était enveloppé dans des tissus gris blancs, presque gris clair, comme des chiffons. Et quand je dis bonjour, ne sachant que faire d'autre, j'ai compris enfin ce qui clochait avec son visage. Il n'en avait pas vraiment, ou plutôt, elle était étroitement enveloppée dans ses bandeaux. Sa tête était énorme, d'une forme non humaine, un mélange entre celle d'un poney et celle d'un berger allemand, une forme grotesque et allongée. Il ne faisait absolument rien, il continuait simplement à marcher. Il me paraissait extrêmement vieux. Je suis resté sans voix, et mon frère m'a demandé une fois rentré à la maison si j'avais vu ça aussi. Quelques années plus tard, alors que nous avions une vingtaine d'années, je lui ai reposé la question. Il a confirmé l'histoire une fois de plus. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que c'était. Si quelqu'un avait voulu nous faire une blague, il aurait eu l'occasion idéale de nous poursuivre à travers toute la prairie. Étrangement, nous étions tous deux bouleversés à ce moment-là, mais nous n'avions pas vraiment peur de lui. Il dégageait une autorité et une aura ancestrale, comme s'il avait existé bien avant l'humanité, tel un dieu de la nature. Il existe plusieurs légendes sur des créatures mythiques dans notre région, mais rien qui corresponde même de loin à ça. Ma grand-mère loue différentes maisons autour de San Diego. Il y a environ 5 ou 6 ans, je lui ai rendu visite depuis mon internat. Quelques nuits après mon arrivée, je commençais à m'ennuyer et j'ai décidé de me procurer des psychédéliques. Un soir, j'ai commencé à faire la fête toute seule, vraiment fort. Comme j'étais chez ma grand-mère, je voulais sortir pour appeler mes amis. À ce moment-là, je n'avais aucune mauvaise vibe, j'étais juste très bien. Je commence à descendre les escaliers en me disant à quel point je suis défoncé, mais je remarque quelque chose sur la gauche, au pied de l'escalier. Il y avait 3 silhouettes sombres de tailles différentes qui semblaient faites de fumée ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup d'expérience avec ces substances et je n'avais jamais vécu ça, mais au début, je n'ai pas eu peur. J'ai supposé que ça faisait partie du trip. Alors j'ai continué à descendre et je me suis approché d'eux. Je me souviens avoir ri, avoir gloussé, mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais jamais eu un trip comme ça, et après environ 30 secondes devant eux, j'ai commencé à ressentir une sensation étrange. Ils ne bougeaient pas, ne faisaient rien, ils étaient juste là, alignés au pied des escaliers. Je me souviens du moment où ça m'a frappé, peut-être que ce n'était pas mon trip. J'ai tendu la main et je l'ai passée à travers l'une des silhouettes.
Elle s'est dissipée comme de la fumée et à cet instant, j'ai senti une vague de peur me traverser le corps. Une lumière stroboscopique très vive a éclaté depuis la cuisine dans le couloir à ma gauche. J'ai fait demi-tour et je me suis enfui. J'ai finalement passé une super nuit à explorer le quartier et ça n'a pas gâché le reste de ma soirée, mais je ne l'ai jamais oublié. Quand je suis retourné à l'internat, j'ai tout purifié à la sauge et j'ai eu l'impression d'avoir ramené quelque chose de sombre. Je ne sais pas trop. Je voulais juste raconter ma seule expérience indéniablement paranormale, même si les substances rendent l'histoire discutable. À ce jour, je n'ai jamais revu quelque chose de semblable. Je voulais aussi ajouter que quelques jours après, mon père et ma belle-mère sont venus nous rendre visite. Je ne leur avais rien dit parce que ça aurait été admettre que je faisais la fête. Pas qu'ils s'en seraient formalisés, mais j'essayais de faire bonne figure. Je les convins de m'emmener manger des sushis un soir et sur le chemin, je suis assis à l'arrière avec ma grand-mère. Elle commence à raconter une histoire. Quand ils ont acheté la maison, elle a saoulé l'agente immobilière un soir et la femme lui a avoué qu'elle n'était pas censée le dire, mais que 2 familles avaient déjà renoncé à l'achat parce qu'elles pensaient que la maison était hantée et qu'il y avait des odeurs de pourriture. Et ma grand-mère continue. Moi, j'ai pas peur des fantômes. J'ai grandi dans une maison hantée dans le Connecticut et j'entends parfois des pas à l'étage, mais ça ne sent pas mauvais et ça ne me fait pas peur du tout. Je crois qu'elle a mentionné qu'ils avaient vérifié s'il y avait une moufette, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. C'est clairement ça qui a cimenté l'expérience dans mon esprit, sinon je l'aurais probablement oublié. Ça s'est passé il y a environ 16 ans, avant que je ne déménage en Norvège. Je vivais dans le sud de la Californie où je suis né et où l'incident a eu lieu. Je ne me souviens pas si j'avais 16 ou 17 ans, mais c'était dans ces eaux-là. J'étais très proche de ma mère et de ma grand-mère et nous vivions ensemble à cette époque. L'après-midi, il était courant que nous fassions nos courses ensemble et que nous prenions le dîner avant de rentrer. Un après-midi, j'ai accompagné ma grand-mère à la pharmacie. La pharmacie se trouvait dans un petit centre commercial que nous fréquentions souvent, car notre banque, notre supermarché et notre restaurant chinois préféré s'y trouvaient aussi. Cet après-midi-là, j'étais assis sur le siège passager de la voiture de ma grand-mère pendant qu'elle entrait dans la pharmacie. Il faisait encore jour et le parking avait une affluence normale avec des gens qui allaient et venaient. Les places de parking du côté où j'étais assise étaient libres. Il devait y avoir 2 ou 3 places vides à côté de moi. Pendant que j'étais assise dans la voiture, j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. J'ai tourné la tête et j'ai vu quelque chose debout dans une place vide, à quelques places de la nôtre. Ce que j'ai vu m'a choqué. C'était une silhouette très grande, peut-être 2,40 m. Elle ressemblait à un homme, sauf que son visage n'avait aucun trait distinct, à part un aspect extrêmement fondu. C'est la partie difficile à expliquer. Le visage n'était pas fondu comme quelque chose qui dégouline. C'était plutôt comme un visage couleur pêche, fait de cire ou de plastique fondu. Je ne me souviens pas avoir vu d'yeux, juste des zones où les yeux auraient dû être. Il avait aussi une ligne de cheveux très haute et totalement anormale. Ses cheveux ressemblaient à une sorte de perruque en laine d'acier brûlée ou fondue sur sa tête. Je crois que la couleur était rouille. Je ne me souviens pas de ce qu'il portait. Il se tenait là et me faisait de grands signes, très enthousiastes. Ses bras bougeaient frénétiquement, comme s'il était un ami ravi de me voir. Au moment où je l'ai regardé, j'ai été tellement choquée et effrayée que j'ai immédiatement détourné les yeux. J'ai ressenti une horrible sensation, mais surtout j'étais sidérée. Je me répétais, c'est quoi ce bordel dans ma tête? Quand j'ai détourné la tête, il était soudainement à ma fenêtre. Il n'avait pas marché ni couru, il était juste là, instantanément. Je regardais droit devant moi pendant qu'il était à la fenêtre. Il semblait penché à la taille, son visage très proche de la vitre, et il continuait à me saluer de la main de manière folle et agaçante. Je ne savais pas quoi faire, la peur m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'étais une ado stupide, alors j'ai fait semblant de changer la station de radio en l'ignorant. Au bout d'un moment, je ne le voyais plus du coin de l'œil. J'ai tourné la tête, plus rien. J'ai verrouillé la porte et regardé dans le rétroviseur. Rien. J'ai regardé tout autour du parking depuis l'intérieur de la voiture. Rien. Si ça avait été une personne, j'aurais dû le voir s'éloigner ou entrer dans un magasin. Cette chose avait juste disparu. J'étais tellement paniquée que j'ai commencé à pleurer. Ma grand-mère est revenue de la pharmacie et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle voyait bien que j'étais bouleversée. Elle m'a écoutée pendant qu'on rentrait.
Une fois à la maison, je suis allée directement voir ma mère pour lui raconter aussi. J'étais encore en larmes et elle m'a consolée. Elles m'ont toutes les deux cru, même moi j'avais du mal à y croire. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à raconter cette histoire sans devenir émotive. C'était effrayant et c'était une sensation tellement inconfortable de voir quelque chose que je savais ne pas être humain. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que si j'avais vu quelque chose de similaire entre-temps, je serais allée voir un médecin pour parler de schizophrénie parce que je suis certaine de ce que j'ai vu et ça n'a aucun sens. Nous avons continué à aller dans ce centre commercial, mais je ne suis plus jamais restée seule dans la voiture. Quelques détails supplémentaires. J'ai fréquenté ce centre commercial toute ma vie et je n'ai jamais entendu parler d'incidents étranges là-bas. Ce n'est pas un endroit inquiétant, c'est juste un petit centre animé. Ce n'était pas quelqu'un en costume. La silhouette était beaucoup trop grande et elle s'est déplacée beaucoup trop vite pour être humaine. Je ne la regardais pas directement, mais je voyais son expression du coin de l'œil. Je n'ai pas peur des clowns, mais son comportement avait quelque chose de clownesque. Par exemple, la manière frénétique de faire signe et de sourire. Je n'étais pas intéressée par les films d'horreur et je ne lisais pas encore d'histoires effrayantes en ligne à l'époque. La silhouette n'était pas transparente, brumeuse ou fantomatique. Elle était extrêmement réelle et horrifiante à regarder, mais pas de ce monde. Je n'ai aucun trouble psychologique, je ne faisais pas de rituel, pas de Ouija. Je ne prenais ni alcool, ni autre chose, donc je peux exclure tout ça. J'avais 19 ans et je venais d'obtenir mon permis de conduire. En Mongolie, les voyages en famille sont assez courants pendant l'été. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite et ma mère ne pouvait pas m'accompagner. Elle m'a donc demandé de conduire la vieille voiture de mon père avec mon petit frère. Je n'étais pas vraiment inquiète, au contraire, j'étais ravie d'avoir plus de liberté et d'indépendance. Nous avons chargé la voiture et sommes allés chez ma grand-mère pour les aider à charger les affaires dans la camionnette, puis nous sommes repartis vers 19h. Nous avons roulé pendant environ 2 heures jusqu'à un grand magasin, une sorte de Walmart mongol, à la périphérie de la ville pour faire des provisions. Ensuite, nous avons roulé sans interruption jusqu'à 3 heures du matin. Je passais un moment inoubliable, fumant à tout va, buvant des boissons énergisantes et écoutant de la musique à fond. Mais ma grand-mère m'a appelé pour me dire qu'une des voitures avait un problème. On est donc retourné à leur emplacement et on a dû dormir près de la route principale. Nous sommes arrivés à leur emplacement, avons monté nos tentes et avons dormi. Le lendemain matin, je me suis réveillée au milieu des enfants qui s'agitaient et des personnes âgées qui discutaient en buvant du thé. De plus, la sœur de ma grand-mère est arrivée vers 14h avec une roue de secours. Les hommes ont réparé la voiture pendant que les enfants rangeaient. Dans l'après-midi, nous étions prêts à repartir. Nous avons roulé toute la journée sur des chemins de terre, nous arrêtant de temps en temps pour uriner et faire le plein. Les plus âgés m'ont donné une astuce avec Google Maps hors ligne. Il suffit de le charger quand on a du réseau et il reste affiché. Dès qu'on retrouve du réseau, il se met à jour. Sur le coup, ça me paraît logique. Nous avons roulé sans interruption jusqu'à minuit, suivant une des voitures et une carte à moitié fonctionnelle. À un moment donné, mon frère et moi avons une envie pressante. Nous nous sommes arrêtés pour nous soulager. Puis de retour dans la voiture, nous avons repris la route, mais ils avaient disparu. Comme j'étais certain de suivre le bon itinéraire indiqué par Google Maps, je me suis dit qu'ils s'étaient peut-être arrêtés ou trompés de chemin. Je n'y ai donc pas prêté plus attention que ça. Mais à un moment donné, j'ai dû vérifier que j'étais bien sur la bonne route. J'ai donc décidé de continuer à rouler pour me rapprocher d'une antenne relais ou d'une agglomération afin de les appeler ou même de retrouver les autres. Après environ 1 heure de route, il était environ 1h30 du matin. Mon frère dormait sur la banquette arrière. J'ai décidé de me garer pour uriner et fumer 1 ou 2 cigarettes. J'ai allumé mes feux de détresse pour qu'il sache où je suis s'il me rattrape. Au moment précis où j'allais allumer ma cigarette, j'ai senti une odeur âcre, un peu comme des œufs pourris mêlés à autre chose, quelque chose d'organique et de très désagréable. Le ciel était dégagé et il n'y avait pas un arbre à l'horizon. J'ai cherché d'où venait l'odeur en regardant autour de moi et j'ai aperçu quelque chose à environ 8 mètres. Une couverture rose roulée en boule. Sans trop y prêter attention, j'ai décidé d'aller voir ce que c'était. Mais ce que j'ai vu ensuite restera gravé dans ma mémoire à jamais. C'était le corps d'un enfant minuscule de la taille d'un avant-bras d'homme moyen. Je suis resté là, hébété, sans savoir quoi faire. Soudain j'ai aperçu quelque chose, une ombre noire a surgi du coin de l'œil. Je n'ai pas regardé en arrière.
Tout mon corps me criait « Ne regarde pas en arrière, jamais ». J'avais l'impression que quelque chose me suivait. J'ai couru jusqu'à ma voiture, je suis montée dedans et j'ai conduit comme une folle. Je n'ai pas arrêté avant d'atteindre la route principale. Je ne me souviens pas clairement de ce qui s'est passé sur le chemin de la route principale et je ne suis même pas sûre qu'on me poursuivait. Mais je me souviens parfaitement de la peur intense que j'ai ressentie et de l'impression d'être traquée. Quand j'ai finalement regardé par la lunette arrière, des kilomètres plus loin, il n'y avait rien, juste le désert à perte de vue. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression que quelque chose ou quelqu'un m'observait. J'ai rejoint la route principale vers 14h48. Dès que j'ai eu du réseau, j'ai appelé la police. Ils m'ont dit d'attendre et 2 agents m'ont emmené au poste. Ils m'ont posé plein de questions. Je leur ai raconté tout ce dont je me souvenais et ils m'ont laissé partir en me disant de me tenir prêt à être convoqué à nouveau. Je n'ai jamais réveillé mon frère, je ne voulais pas l'effrayer. Je lui ai dit qu'on allait faire le plein. J'ai appelé ma famille, je les ai rejoints et on s'est rendu compte qu'on s'était trompé de chemin. On a continué notre route et le reste du voyage s'est déroulé sans incident, mais j'ai eu des difficultés à dormir pendant des mois après. Des semaines plus tard, la police m'a rappelé au commissariat. Ils m'ont dit avoir retrouvé la couverture rose que j'avais décrite, mais il n'y avait pas de corps. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelqu'un aux alentours, du sang ou des traces de corps traînées. Je leur ai répondu que je n'étais pas sûre d'avoir vu une personne, mais que j'avais effectivement aperçu une ombre noire. C'était trop vague pour leur donner une piste. Je n'avais plus entendu parler de cette affaire depuis des années, mais j'ai récemment appris qu'une série d'enlèvements avait eu lieu dans la région, à peu près au même moment où nous y étions. J'ignore s'ils sont liés, ce qu'était cette ombre noire et ce qu'il est advenu du corps. Le fait qu'ils aient retrouvé la couverture m'a rassurée. Je n'hallucinais pas et ma terreur en a été que plus grande. Je me souviens encore parfaitement de cette peur intense et de cette sensation d'être poursuivi. J'ai 27 ans et j'ai eu de la paralysie du sommeil une fois par an depuis 4 ans, généralement à la même période, et ça vient de m'arriver encore une fois. La première nuit, j'ai entendu des grattements dans le coin de mon lit et je ne pouvais pas bouger du tout. Entre le lit et le mur, je me sentais très effrayée et une petite silhouette noire a rampé sur mon lit. Je suis sortie de cet état d'un coup et j'ai couru à l'étage dans la chambre de mes parents. 1 an plus tard, c'est arrivé de nouveau dans l'appartement de mon petit ami. Je n'ai pas eu d'hallucination visuelle, seulement auditive, des bruits de grattement et le chien qui grognait dans l'autre pièce, et bien sûr l'impossibilité de bouger. J'étais coincée dans une boucle, même si je sortais de l'état plusieurs fois. Je ne comprenais pas ce qui se passait et je retombais dans la paralysie et les bruits devenaient de plus en plus inquiétants, jusqu'à ce que je réussisse enfin à en sortir et à aller vérifier le chien qui dormait. J'ai appris ensuite qu'il est possible de rester dans cet état si on ne se réveille pas complètement et qu'on ne se lève pas. L'année dernière, c'était assez grave. Ça a commencé par l'impossibilité de bouger, puis j'ai entendu une voix chuchoter à mon oreille, mais je ne comprenais pas ce qui était dit. Je dormais sur le dos, mais ma tête était tournée sur le côté, et j'ai vu un visage juste à côté du mien, qui changeait rapidement entre un visage démoniaque et un grand chien noir. Ensuite, j'ai senti qu'on me tirait hors du lit en diagonale. J'ai finalement réussi à sortir de cet état, et j'étais très perturbée, car je n'avais jamais eu d'hallucination physique comme ça. Ça vient de m'arriver encore, il y a environ 45 minutes. Je venais juste de m'endormir. Je me suis réveillée avec des bruits de tapotement venant du sol dans le coin de ma chambre, mais je ne réalisais pas encore ce qui se passait, alors j'ai juste refermé les yeux. J'ai entendu un autre bruit et j'ai vu la silhouette d'un homme debout dans le coin. Je ne voulais pas regarder trop longtemps, et je ne savais pas s'il était très grand ou suspendu au plafond. J'ai refermé les yeux, et évidemment je ne pouvais pas bouger, mais je les ai rouverts pour voir si c'était parti. Il se tenait maintenant au pied de mon lit. Je ne voyais pas clairement son visage. J'ai refermé les yeux et j'ai senti quelqu'un monter dans le lit comme tomber dedans. Puis je l'ai senti à côté de moi, respirer sur moi. Je pensais être sortie de l'état. Je me suis levée et j'ai couru vers la porte, mais j'ai fait tomber mon téléphone et je le cherchais. Je l'ai trouvé, je l'ai allumé. J'ai vu qu'il était 2h et quelques. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'étais de retour dans mon lit. Je me suis relevée encore et il y avait des sortes de volutes blanches qui bloquaient un peu le passage, mais je suis passée à travers et j'ai atteint la porte. Et encore une fois, je me suis réveillée dans mon lit. Je n'arrivais pas à en sortir, mais je ne comprends pas pourquoi je bougeais. Est-ce que c'était la fin d'un rêve qui se mélangeait avec la paralysie? Mais j'étais encore physiquement paralysée, jusqu'à ce qu'heureusement, environ 30 secondes après, mon petit ami rentre du travail et entre dans la chambre, ce qui m'a sorti de l'état.
Je me suis immédiatement levée, j'ai marché un peu et j'étais très secouée. Il était 1h44 quand je me suis réveillée. J'ai fait quelques recherches après cet épisode comme d'habitude et j'ai trouvé des informations sur les hallucinations vestibulomotrices associées à la paralysie du sommeil. Mais les posts que j'ai lus décrivaient surtout des expériences de sortie du corps alors que pour moi c'était comme un cauchemar. Toute cette histoire de paralysie du sommeil me terrifie et j'ai la nausée maintenant. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours quelque chose de nouveau et d'effrayant et pourquoi chaque épisode est pire que le précédent. À ce stade, ça semble presque rituel vu le timing et honnêtement, je ne sais plus si c'est juste de la paralysie du sommeil ou autre chose. Je vais évidemment faire un travail de protection plus poussé que simplement purifier l'espace comme je le fais d'habitude après ces expériences. Il y a quelques nuits, j'étais dans mon couloir face à ma porte. Elle est vitrée, donc je peux voir à travers. La poignée a bougé toute seule, comme si quelqu'un allait ouvrir, mais il n'y avait personne, sinon je l'aurais vu. Ce genre de choses ne m'est pas étranger. Je préfère ignorer toute activité paranormale, car je refuse de donner le moindre pouvoir à ces entités. Elles ne m'inspireront aucune peur. Il y a 2 nuits, la porte de mon salon était ouverte et donnait directement sur le couloir. Mon chat suivait activement quelque chose du regard. Je l'ai depuis l'âge de 13 ans et j'en ai 23 maintenant. Je sais que les animaux peuvent fixer des choses qui n'existent pas, mais là, c'était différent. Elle suivait vraiment quelque chose du regard. Je suis allé dans le couloir, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait rien. J'ai dit à ma mère, « Maman, Luna regarde quelque chose qu'on ne voit pas. » Hier soir, ma mère m'a appelé. « Viens voir ça. » Je me suis levée et j'ai trouvé ma chienne dans la cuisine, tremblante comme une feuille. Elle fixait le couloir et refusait d'y aller. La pauvre était pétrifiée. Comme elle ne mangeait pas son dîner, nous avons pensé lui apporter son repas au salon. Une fois calmée, elle a mangé, mais maintenant elle refuse de manger seule et n'ose plus aller dans le couloir si nous ne sommes pas là. En août dernier, mon chien était dans le salon, ma mère était absente et mon frère dormait dans sa chambre. J'ai entendu la voix d'une femme parler à mon chien. Une fois de plus, j'ai fait comme si de rien n'était, car je ne veux laisser rien prendre le dessus ni obtenir la satisfaction d'être reconnue. D'autres voix se sont fait entendre, rares et espacées, mais assurément inquiétantes. Je crains que cette chose, quelle qu'elle soit, ne s'en prenne à mon chien. Je ne sais pas quoi faire. Mon mari et moi sommes 2 jeunes mariés. Nous sommes allés en Floride pour rendre visite à la famille et nous sommes remontés vers le nord vendredi après-midi en direction de notre maison dans le nord-ouest du Missouri. Pour préciser, nous roulions vers Tuonica pour y passer la nuit, histoire de couper le trajet de 17 heures et dormir dans un hôtel sympa. C'est quelque part autour de Jackson que les choses ont commencé à devenir étranges. Notre GPS nous a fait prendre un raccourci hors de l'autoroute. Alors que le soleil se couchait, nous avons traversé une ville appelée Vaiden. Il devait être 19h30 ou 20h. Je me souviens avoir dit à mon mari que la ville avait une ambiance hantée ou juste une mauvaise énergie, et il était d'accord. Nous avons continué à rouler alors que la nuit tombait et que tout devenait très rural. Comprenez que mon mari et moi venons du Missouri rural et avons vécu dans des endroits assez flippants à travers le pays. Nous avons l'habitude d'être sur des routes sombres la nuit, mais là, c'était différent de tout ce qu'on avait connu. On avait l'impression de tourner en rond constamment. Pendant environ 2 heures, nous roulions et la jauge d'essence ne bougeait pas, vraiment pas du tout. Notre camion est neuf et consomme normalement de manière modérée au mieux. Mais là, nous sommes restés exactement à 3/4 du réservoir pendant des heures. D'habitude, on s'arrête toutes les 2h30. Ensuite, il y a le pouvoir de la suggestion. On n'arrêtait pas de dire que quelque chose n'allait pas. Tous les quelques centaines de mètres, on voyait des maisons, mais aucune n'avait de lumière allumée. Mon mari disait « C'est bizarre, on dirait que l'autoroute est abandonnée. Il devrait y avoir plus de lumière à 20h. » La maison suivante, toutes les lumières allumées. Ça s'est produit plusieurs fois. On disait qu'on n'avait pas vu quelque chose depuis un moment, et cette chose apparaissait. On voyait à peine d'autres voitures, mais les 2 fois où c'est arrivé, on a vu une file de 4 voitures exactement du même modèle, roulant parfaitement espacées les unes des autres, une sorte de SUV blanc. D'accord, peut-être une coïncidence. Ça s'est reproduit, comme un glitch, à quelques kilomètres d'intervalle. Mon mari n'a vu que quelques voitures dans le rétroviseur, mais l'une nous a suivis pendant quelques kilomètres.
Il l'a décrite comme un camion avec des LED à un moment, puis une berline avec des feux ambrés l'instant d'après, puis de nouveau un camion avec des LED, tout ça en 10 minutes, sans aucune sortie possible pour qu'un véhicule disparaisse et réapparaisse. À un moment, on a traversé une petite ville avant de revenir sur la route principale. Il devait être 21h. On n'a vu personne. Les voitures bougeaient, les lumières étaient allumées, mais personne dehors, personne dans les fast-foods, personne sur les parkings. Sur le moment, on n'a pas tilté, mais en y repensant, ce n'est pas normal. Il n'y avait pas d'animaux non plus. Comme on vient d'une région rurale, on fait attention aux cerfs, ratons laveurs, tatous, etc. la nuit. On n'a vu qu'un seul cerf au crépuscule. Il ne bougeait pas du tout. Il nous regardait, mais ses oreilles ne bougeaient pas. Il ne s'enfuyait pas, il restait parfaitement immobile. Sa tête était aussi vraiment petite, mais c'est peut-être juste les cerfs du Mississippi. En parlant d'animaux, nous voyageons avec notre petit chien, c'est un vieux toutou. Il a voyagé sur mes genoux partout dans le pays. Il n'arrivait pas à se calmer sur ses routes, il gémissait et bougeait beaucoup plus que d'habitude. Je crois que le pire pour moi, c'était les frissons que j'ai eus tout le trajet, des frissons instinctifs, comme un avertissement. Le temps ne semblait pas passer normalement, on avait l'impression d'être en danger. Dès qu'on est revenu sur l'autoroute, tout est redevenu normal. Animaux, gens, voitures, les jauges du camion, mon malaise, tout est revenu à la normale. Les lumières des commerces étaient allumées, les gens étaient dehors. Mon mari, qui est normalement imperturbable, est redevenu lui-même. Tous mes messages sont arrivés d'un coup. Ma mère m'a envoyé un texto 2 heures plus tôt, au moment où les choses bizarres ont commencé, disant qu'elle avait un mauvais pressentiment et que je devais faire attention. Je l'ai appelée et elle m'a dit que pendant 2 heures, elle avait eu le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Je veux préciser que mon mari et moi sommes des gens très pragmatiques. Il travaille dans les métiers manuels et je suis enseignante et aide-soignante. Nous avons parcouru les routes du pays dans toutes les conditions, à toutes les heures, sans problème, parfois un peu nerveux à cause de l'obscurité, mais rien de plus. Notre camion est presque neuf et fonctionne très bien sur les longs trajets. Nous l'avons utilisé récemment dans une autre zone rurale du Kansas et tous les jauges fonctionnaient. En tant que prof de sciences, je connais bien le comportement de la faune et de la flore. Et même si nous sommes chrétiens pratiquants, nous abordons le surnaturel avec beaucoup de recul. Je crois que Dieu nous a protégés de ce vortex ou de cette ligne tellurique ou peu importe ce qu'on a traversé hier soir. D'après tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais, près de 50 ans à ce jour, le fantôme était bel et bien un fantôme. C'était il y a environ 25 ans, à la fin du printemps, il faisait encore chaud et ma copine et moi roulions sur des petites routes de campagne. J'habite juste à côté d'un village agricole de 500 habitants. Il était environ 22 heures, il faisait nuit noire. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de lune et nous roulions tranquillement à une trentaine de kilomètres. La ferme la plus proche était à environ 5 kilomètres. Soudain, elle pousse un cri d'effroi et désigne du doigt le côté conducteur, c'est moi qui conduis. Et sans blague, je me retourne et aperçois au bord d'un champ une silhouette blanche et lumineuse, vêtue d'une salopette et d'un vieux chapeau de fermier. Elle brillait d'un blanc éclatant même sans les phares. Les bras le long du corps, on devinait un visage, mais impossible de me souvenir de ses traits. Elle était là, immobile. J'ai instantanément eu la chair de poule et une montée d'adrénaline. Normalement, dans une petite communauté, quand on voit quelqu'un comme ça, on lui dit salut et on voit s'il a besoin d'aide. Non, je me suis exclamé. Putain, et j'ai accéléré à fond. J'ai roulé sans ralentir pendant des kilomètres. J'ai décidé de faire demi-tour et de repasser par là au bout d'un quart d'heure en me disant « c'est pas possible ». Rien, personne sur la route, ni dans notre sens, ni dans l'autre. Je suis même sorti de la voiture pour chercher des traces de pas dans la terre meuble au bord du champ. Rien. Le lendemain, j'ai demandé à mes parents, puis à elle, s'il y avait eu une ferme à cet endroit. Et oui, il y en avait eu une. La femme du type l'avait quittée dans les années 30 et on l'a retrouvée pendue dans la grange peu après. Je suis sceptique de nature et je cherche toujours une explication rationnelle, mais là, il n'y en a pas. On a tous les deux vu la même chose et je suis incapable de dire ce que c'était. Ce n'était pas un être humain ordinaire, juste là, tranquillement installé au bord d'un champ près de la route, en plein milieu de nulle part, à des kilomètres de la ferme la plus proche. Il était immobile et luisait, j'en suis sûr. Et pourquoi on ne l'a pas vu avant d'être juste à côté de lui, ça me dépasse. La seule explication qui me vienne à l'esprit, c'est que c'était un fantôme qui s'est matérialisé à notre passage. Voilà, c'est tout pour cette histoire.
Ça me donne encore un peu la chair de poule quand j'y repense. Mais au moins, je sais ce que j'ai vu. Je sais que ce que j'ai vu était bien là, que c'était quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a vu aussi, et ça me suffit amplement. Mon grand-père est monté au mont Le Comte une 50aine de fois. Le week-end dernier marquait sa 50e ascension, puisqu'il a maintenant 80 ans. Impressionnant, n'est-ce pas? Je n'avais été invité que 2 fois auparavant, et c'était ma 3e fois. Je ne suis pas aussi passionné de randonnée que lui, et je n'y serais pas allé sans mon cousin de 14 ans qui m'avait proposé de l'accompagner. Nous sommes arrivés à l'hôtel vendredi soir, et avions prévu de monter jusqu'au sommet, de passer la nuit au lodge samedi, et de redescendre dimanche matin pour que je puisse être de retour en Géorgie pour le travail lundi matin. Nous sommes partis du sentier, celui de 11 km, vers 7h30. Je suis plutôt en forme, je vais à la salle de sport tous les jours et je cours régulièrement. Du coup, j'ai rapidement pris de l'avance sur le groupe, car j'aime bien courir pour faire de l'exercice, surtout avec un sac lesté. Je suis arrivé à un panneau et à une intersection sur le sentier, et je me suis souvenu que mon grand-père m'avait parlé d'un sentier qui menait à une falaise surplombant la forêt. J'avais un peu de temps à tuer en attendant que le groupe nous rejoigne, alors j'ai décidé d'aller jusqu'au point de vue. Il était indiqué qu'il n'était qu'à 2 ou 2,5 km du sentier principal, alors je me suis dit que ça ne pouvait pas faire beaucoup de mal. Ce matin-là, on annonçait de faibles averses en fin de matinée début d'après-midi. Si vous connaissez les Great Smoky Mountains, vous imaginez bien le spectacle. Un ciel gris foncé, un brouillard épais, une visibilité réduite, comme si on était plongé dans un épais nuage au cœur d'une forêt sombre. Bref, je m'engage sur le sentier et je constate un silence de mort dans la forêt. J'étais terrifié car la seule autre fois où ça m'était arrivé, c'était sur la crête, près du chalet de mon père. Mais je savais que je n'étais pas le seul randonneur et quoi que ce soit, il ne représentait aucun danger immédiat. Environ 15 minutes après le début du sentier, j'arrive à la falaise ou belvédère, appelez ça comme vous voulez, et comme je m'y attendais, la vue était complètement obstruée. J'avais un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, mais en même temps, j'étais seul sur 1,5 km environ, ce qui donnait une impression assez surréaliste et d'isolement. J'appréciais et détestais ça à la fois. Je décide de manger un peu de mon sandwich que j'avais préparé pour déjeuner. Je trouve un tronc d'arbre où m'asseoir avec vue sur la forêt, dos à la falaise. Je venais de finir la première moitié de mon sandwich quand j'entends un léger bruit, comme si une branche s'était cassée ou quelque chose avait heurté un arbre assez fort, mais c'était si faible que je n'y prête pas attention. J'ai fini mon sandwich et je sortais mon poncho de mon sac car la pluie avait commencé à tomber. Les ponchos sont faits d'une matière semblable à celle d'un rideau de douche, alors quand on les manipule, ça fait un peu de bruit près de la tête et ce qu'on entend au loin n'est pas forcément ce qu'on croit. Bref, j'étais en train de sortir mon poncho quand j'ai cru entendre 2 autres coups, un peu plus loin que la lisière des arbres sur ma droite. J'ai arrêté de tripoter mon poncho pour mieux entendre. J'ai eu l'impression qu'il s'était écoulé encore 45 secondes, alors j'ai continué à déplier mon poncho et à l'enfiler. Je me suis mis en route vers le sentier qui me ramènerait au chemin principal quand j'ai clairement entendu un grand bruit dans les bois sur ma droite. Je me suis figé tendant l'oreille pour entendre le craquement des feuilles ou quoi que ce soit d'autre, mais rien. J'entendais sans cesse ce qui ressemblait à une grosse branche ou un bâton qui s'écrasait contre un rocher ou un arbre. Ça a dû encore frapper 4 fois avant que je me dise qu'il était temps de rejoindre mon groupe, car je n'aimais déjà pas du tout les Appalaches. Je redescendais le sentier et j'avais l'impression d'être observé, suivi ou pire encore, traqué. Je n'avais pas d'arme, car mon grand-père m'avait assuré que les ours ne représentaient pas un danger sur ce sentier très fréquenté. Je me sentais donc vulnérable et pas seul. Je n'osais pas m'arrêter de peur qu'une créature surgisse soudainement. J'avais marché au moins 1,5 km, j'étais donc certaine d'être près du sentier principal. Pourtant j'entendais des pas lents et lourds derrière moi. Je me retournais sans cesse, cherchant un autre randonneur, quelque chose du genre, mais je n'ai rien vu. Le bruit semblait venir de 3 à 5 mètres. J'étais terrifié, alors j'ai détalé et j'ai finalement rejoint le sentier principal sans encombre. De retour à l'intersection, je me suis dit que j'allais attendre que mon groupe me rejoigne. J'ai pensé à descendre un peu le sentier pour essayer de les retrouver, car ça prenait plus de temps que prévu. Aussi, dès que j'ai quitté ce sentier pour le principal, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde, comme si la lumière s'était allumée, mais en regardant derrière moi, le sentier que je venais d'emprunter était incroyablement dense, sombre et brumeux. Sur le sentier principal, en revanche, le soleil était apparu et une brume légère s'était installée. J'ai eu l'impression que des heures s'étaient écoulées sans que je m'en rende compte. J'ai finalement décidé de continuer l'ascension pour atteindre le sommet et m'enregistrer. Ainsi, à l'arrivée de mon groupe, leur cabane serait prête et ils pourraient y accéder directement.
Après environ 2h30 à 3 heures de marche, j'ai enfin atteint le sommet, mais mon groupe était déjà là, ce qui m'a paru étrange car j'étais persuadé d'être bien en avance, ayant même couru à un moment donné. Je suis descendu les rejoindre et leur ai demandé comment ils avaient fait pour me devancer. Ils m'ont alors demandé où diable j'étais passé. Je leur ai expliqué que j'avais suivi le sentier dont mon grand-père m'avait parlé, que j'étais descendu jusqu'au bout, que j'avais mangé mon sandwich, enfilé mon poncho et remonté. Il m'avait dit qu'il s'était arrêté déjeuner à la bifurcation du sentier, au cas où je serais descendu, et qu'il m'attendrait. Mais ils m'ont dit avoir attendu ce qui m'a semblé être plus d'une heure et avoir supposé que j'avais continué jusqu'au sommet. Ils ont aussi mentionné qu'ils étaient restés là-haut pendant 2 heures à m'attendre et qu'ils allaient appeler des renforts. J'ai complètement paniqué, car je sais exactement combien de temps j'étais parti, et ce n'était absolument pas des heures, plutôt 45 minutes. Je ne sais pas comment expliquer ça, et ils pensent tous que j'ai exploré plusieurs sentiers différents, et que je mens. Je ne comprends même pas pourquoi ils pensent ça, car je ne suis pas une randonneuse aussi passionnée. J'ai fait des recherches sur les trous noirs et les pertes de mémoire, mais je ne trouve que des histoires d'extraterrestres. Franchement, c'est quoi ce délire? Ça ne peut pas être des extraterrestres quand même. Il doit bien y avoir une explication, non? J'étais près de ma ville natale, Nagpur, en Inde. J'avais rencontré une fille vraiment mignonne sur Bumble et je la voyais depuis quelques semaines. Rien de sérieux, on s'amusait juste ensemble parce que j'allais quitter l'Inde quelques semaines plus tard pour m'installer au Canada. Elle vivait en périphérie de la ville et travaillait comme chercheuse à l'université de Troyes, qui se trouvait elle aussi en dehors de la ville. Elle vivait sur le campus et il y avait une immense forêt juste à côté. Elle m'envoyait parfois des vidéos de serpents et de cobras qui glissaient tranquillement sur le campus. Je faisais 25 à 30 km en scooter pour aller la voir près de chez elle. On buvait, on rigolait, on s'amusait. Honnêtement, c'était les rendez-vous les plus fun de ma vie. Elle était complètement folle dans le bon sens. Un jour, on rentrait d'un de ces rendez-vous et je devais la déposer au campus de la fac de droit où elle vivait. Je ne connaissais pas bien les environs parce que j'étais nouveau dans cette zone en périphérie et elle non plus parce qu'elle venait d'arriver en ville. En la ramenant, je me suis trompé de route et on s'est retrouvé dans la forêt dont j'ai parlé plus tôt. Il devait être 19h ou 20h, il faisait déjà bien nuit. Je lui ai demandé de sortir son téléphone pour vérifier Google Maps afin qu'on retrouve notre chemin. Elle était assise derrière moi sur le scooter. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucun réseau et que Google Maps était hors ligne, mais qu'elle savait qu'on allait dans la bonne direction vers son campus. Mon téléphone n'avait pas de réseau non plus. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai continué à rouler en me disant qu'on finirait bien par sortir de là, ce qui a fini par arriver. Mais c'est là que j'ai vécu la chose la plus bizarre de toute ma vie. Je roulais tranquillement, elle parlait derrière moi. On disait que ce serait pas trop difficile de sortir de là parce qu'on n'était pas si loin. Et puis je l'ai vue. Sur le côté droit de la route, une silhouette grande, humanoïde, masculine dans sa forme, qui émettait une sorte de lueur, mais elle n'avait aucun trait, aucune forme précise. C'était une ombre, complètement noire, entourée d'une aura blanche éclatante. Elle avait la forme d'un homme. La seule source de lumière sur cette route en terre battue était le phare de mon scooter. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. J'ai ralenti en m'approchant. La silhouette était juste là, immobile, terriblement présente. En une fraction de seconde, elle a disparu. J'étais sous le choc. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai accéléré d'un coup et je me suis barré de là aussi vite que possible. Je me suis dit que j'étais trop bourré. On avait bu pas mal de rhum et de bière avant. Je me suis retourné et j'ai dit à la fille que je devais m'arrêter une minute parce que je pensais halluciner, que j'avais vu une ombre. Et là, j'ai eu le plus gros frisson de ma vie parce qu'elle m'a répondu. Ne t'arrête surtout pas ici, avance, je l'ai vu aussi. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est un événement réel qui m'est arrivé. C'était en décembre 2023. J'ai déménagé au Canada peu après. Je n'ai raconté cette expérience qu'à très peu de gens et je n'ai jamais entendu quelqu'un décrire quelque chose de similaire. Je suis né et j'ai grandi dans l'Utah et j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. C'était une femme adorable qui adorait ses petits-enfants. Quand j'étais jeune, j'allais souvent chez elle avec mes cousins et mes frères et sœurs. Du côté de cette famille, il n'y avait que 2 filles, ma cousine et moi.
Ma cousine venait rarement chez mon arrière-grand-mère, donc j'étais presque toujours entourée de garçons. Je me souviens qu'il racontait que la maison de mon arrière-grand-mère était hantée. Il y avait 2 histoires différentes. La première disait qu'un petit garçon avait été renversé dans la rue juste devant la maison. La rue où vivait mon arrière-grand-mère était souvent utilisée pour faire des courses de voitures ou pour rouler très vite. C'était limité à 40 km, mais les gens roulaient à 70 ou 80. Les accidents impliquant des enfants étaient fréquents, même quand le quartier était nouveau dans les années 1950. On n'avait pas le droit de traverser la rue ni même de jouer sur le trottoir. Il fallait rester sur la pelouse, sinon on se faisait gronder. La deuxième histoire racontait que lorsque mon arrière-grand-mère avait acheté la maison au début des années 1960, les propriétaires d'origine l'avaient vendue parce que l'un de leurs enfants était tombé du haut d'un lit superposé dans l'une des chambres, s'était ouvert le crâne et était mort. Ce sont les 2 histoires que mes cousins me racontaient, et ce qui est intéressant, c'est que mon grand-oncle disait lui aussi qu'un petit garçon hantait la maison et qu'il l'avait vu plusieurs fois. Mon arrière-grand-mère se fâchait quand il en parlait, elle ne voulait pas qu'il nous fasse peur. Ma première vraie expérience dans cette maison, j'avais environ 7 ans. C'était Thanksgiving. Ma mère m'avait déposé chez mon arrière-grand-mère pendant qu'elle aidait à cuisiner chez ma grand-mère. Comme toujours, les enfants devaient faire une sieste en milieu de journée et mon arrière-grand-mère ne dérogeait pas à la règle. Elle m'a mise dans la chambre qui avait été celle de ma grand-mère. Tout le monde l'appelait la chambre froide. Il pouvait faire 40 degrés dehors en juillet. Cette pièce restait à 18 degrés. La maison était trop vieille pour avoir la climatisation, mais pour une raison inconnue, cette pièce était toujours glaciale. Au milieu de ma sieste, je me suis réveillée, j'ai senti quelqu'un s'asseoir au bout du lit. Ce n'était pas le poids d'un adulte, mais celui d'un enfant. Je n'ai vu personne. Les rideaux étaient tirés, la porte fermée. J'ai fermé les yeux pour essayer de me rendormir, mais la sensation était toujours là. Quelques minutes plus tard, le bout du lit a commencé à rebondir, comme si quelqu'un s'asseyait dessus et sautillait. J'ai ouvert les yeux immédiatement, personne, mais le lit bougeait vraiment, secouant tout le matelas. J'ai paniqué, j'ai jeté les couvertures, sauté du lit, ouvert la porte et couru dans la salle de bain en face. Je suis resté là quelques minutes terrifié. Quand je suis sorti, mon arrière-grand-mère était à la table de la cuisine, en train de boire du café. J'avais peur qu'elle me renvoie finir ma sieste, mais j'ai réussi à lui dire que je n'étais plus fatigué et que je voulais jouer avec mes poupées. Elle a accepté et j'étais soulagé de ne pas retourner dans cette chambre. Quelques mois plus tard, j'ai eu une autre expérience. J'étais avec mon plus jeune oncle, qui n'a que 6 ans de plus que moi, et mon grand frère. On jouait avec des méga-blocs. La chambre froide servait de salle de jeu, car ma grand-mère y rangeait les jouets dans le placard. Pendant qu'on jouait, on a entendu une petite clochette, comme celle qu'on met sur un vélo. Ça sonnait encore et encore, puis un bruit de cliquetis. On a réalisé que ça venait de cette chambre. Mon arrière-grand-mère est entrée, nous a vus tous les 3 dans le salon, et a eu un air très confus. Mon grand-oncle s'est levé en disant « Je vais aller voir ». Il est entré dans la chambre et en est ressorti avec un vieux jouet Fisher-Price des années 60. Il l'a posé sur la table basse et a dit en riant « Il aime bien jouer avec celui-là ». Je n'ai compris que bien plus tard, quand ma mère m'a raconté ses propres expériences dans cette maison. Elle m'a dit que ce jouet Fisher-Price sonnait tout seul, que les petites pièces bougeaient sans que personne ne le touche. Une fois, elle avait vu la boîte à bijoux de mon arrière-grand-mère léviter dans sa chambre, comme si quelqu'un la tenait, puis tomber brusquement quand sa mère était entrée. Ça s'était aussi produit avec un porte-perruque. Mon arrière-grand-mère portait des perruques dans les années 60-70. Il flottait dans les airs, puis tombait quand elle entrait dans la pièce. Mais ceux qui avaient le plus d'interaction avec l'esprit étaient mon arrière-grand-mère et mon grand-oncle. Mon grand-oncle disait qu'il voyait souvent le petit garçon passer la tête depuis la chambre froide ou la chambre de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-père, qui adorait son garage et n'y laissait entrer personne, se plaignait qu'en travaillant sur sa voiture, il voyait de petits pieds marcher autour de lui. Il pensait que c'était l'un de ses enfants, mais les pieds étaient beaucoup trop petits. Tout ça durait depuis des années, depuis que ma grand-mère était pré-ado et que ma mère était enfant. Toute la famille avait vécu des choses dans cette maison. Mon arrière-grand-mère est décédée quand j'avais 9 ans. Mon grand-oncle a vécu dans cette maison jusqu'à sa mort en 2022. Ensuite, mon autre grand-oncle, son frère aîné, a décidé de vendre la maison. Je suis venue avec mon mari pour aider à nettoyer et emballer les affaires. Je lui ai raconté comment les cousins nous taquinaient en disant que la maison était hantée. Il a été très honnête. Un petit garçon est mort ici avant que papa n'achète la maison. Je lui ai demandé comment il le savait. Il a répondu « C'est dans les documents de la propriété ». Je lui ai demandé comment le petit garçon était mort. Il a dit « Selon les dossiers, il est tombé en sortant de son lit et s'est fracturé le crâne.
J'ai eu des frissons. Ce n'était pas juste des histoires pour nous faire peur, c'était réel.